Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Dans le monde actuel, les sociétés et les États qui les représentent sont confrontés à un double mouvement dont le cours s'oriente en des sens apparemment opposés. Celui de la globalisation qui tente à faire du monde un village où tout est interconnecté et celui, contraire au premier, qui est porteur de revendications particularistes, voire communautaristes. Le premier mouvement est généralement considéré à tort ou à raison, comme une homogénéisation croissante des sociétés humaines, comme une sorte de McDonaldisation, alors que le second est assimilé au contraire à une hétérogénéisation, synonyme d'essentialisation des particularismes, de fragmentation et par suite, de repli identitaire. C'est ce second aspect qui retiendra principalement ici notre attention, en le rapportant non pas au processus de globalisation mais aux efforts déployés par un pays comme la Chine qui, rompant en 1911 avec le mode d'organisation politique impériale antérieur, s'est engagé dans la construction d'un État-nation considéré à l'époque comme un modèle parce que inspiré de l'Occident. Les responsables politiques se sont alors trouvés confrontés à un défi de grande ampleur, dans la mesure où il s'agissait d'articuler l'unité de l'État et la diversité des populations de ce nouvel État. En d'autres termes, la mosaïque ethnique qui caractérisait le pays sous l'Empire était-elle compatible avec une structure politique reposant sur le projet de réaliser l'unité dans la diversité par le biais d'une citoyenneté accordée à tous, rassemblant le peuple chinois entendu à la fois comme démos et comme ethnos? Une telle interrogation appelle à une réflexion de portée universelle pour la philosophie politique, tout en prenant une tonalité spécifique liée à l'histoire propre de la Chine. En effet, l'arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois, PCC, en 1949 va peser de manière déterminante sur la question des minorités et sur les solutions à proposer dans un contexte marqué par la théorie stalinienne des minorités impulsée en URSS quelques années auparavant. Cependant, ce choix d'institutionnaliser en différents minzhou, groupes ethniques, la diversité de la population de l'ancienne Chine impériale n'a-t-il pas abouti à la reconstitution d'une mosaïque ethnique fondée sur des critères à la scientificité contestable? Le risque de la fragmentation a été écarté par l'emprise idéologique du Parti communiste inspiré du marxisme-léninisme et par le charisme du président Mao Tse-dong qui ont joué le rôle de rassembleurs des Chinois des différents minzhou de l'époque. Le grand bond en avant, le mouvement d'envoi des jeunes instruits à la campagne en Chine, 1968 à 1980, la révolution culturelle, etc. Après Mao, la mobilisation idéologique a rapidement ouvert un espace qui, bien que fortement ancré au patriotisme, a introduit un ensemble de valeurs inspirées de l'économie socialiste de marché dans la réforme et l'ouverture, Geshkaifang, qui marque un tournant radical à partir de 1978. Attardons-nous quelque peu sur la chronologie. Avec son accès en 1949, le Parti communiste a mené la réforme agraire, Tudigej, chez tous les frères minzhou qui a permis aux Chinois pauvres, Han et Shaoshu minzhou confondus, d'accéder à la propriété des moyens de production et de leur permettre d'obtenir l'indépendance économique. L'immense écart entre les plus riches et les pauvres s'en est ainsi trouvé réduit grâce aux mesures politiques adoptées par le parti, mais au prix de souffrances et de sacrifices liés à une planification rigide et contre-productive dans le domaine de la production agricole, famine et industrielle, aciéries artisanales produisant un métal de mauvaise qualité. La Chine de cette époque peut être considérée comme relativement égalitaire, mais dans la pauvreté. Les turbulences politiques qui secouent le pays après la mort de Mao aboutissent en 1978 à l'introduction de l'économie de marché, avec l'idée développée par le président Deng Xiaoping de laisser une partie du peuple devenir riche pour aider ensuite les pauvres. Dès lors, l'écart entre riches et pauvres entre l'Est et l'Ouest de la Chine n'a cessé de se creuser. Les Shaoshu minzhou, concentrés principalement à l'ouest du pays, se sentent de plus en plus mis à l'écart de cette vague du développement économique. La relation fraternelle des minzhou d'autrefois est aujourd'hui ressentie par certaines minorités, comme une relation d'exploiteur à exploité. Le fait que l'inégalité dans la distribution des richesses coïncide avec le déséquilibre entre la population Han et les Shaoshu minzhou ajoute une couleur ethnique à ce problème social. En outre,
Les revendications concernant la diversité linguistique et culturelle sont souvent exprimées de la part de ces minorités, identifiées et institutionnalisées par le PCC dans les années 1950. La cohésion sociale s'avère ainsi un sujet crucial pour un développement stable de la Chine. Doit-on abandonner l'économie de marché pour revenir à l'économie planifiée dans un monde globalisé, où les principes du néolibéralisme règnent aujourd'hui en maître et contribuent à accroître les inégalités sur l'ensemble de la planète? La réponse est certainement négative. Le PCC a plutôt choisi de s'inscrire dans la voie médiane d'une économie sociale de marché, conduite sous sa responsabilité. Afin de mieux saisir les enjeux de la situation actuelle, nous porterons d'abord notre regard sur le processus historique d'élaboration d'une politique des Minzu après la chute de l'Empire, d'abord dans la période précédant l'arrivée au pouvoir du Parti communiste puis après l'instauration de la République populaire de Chine jusqu'au débat contemporain sur la question en raison d'incertitudes qui se font jour depuis une dizaine d'années dans les milieux scientifiques concernant la pertinence de la poursuite d'une politique des autonomie régionale devant les difficultés rencontrées et les revendications autonomistes ou séparatrices manifestées au Tibet et au Xinjiang. En toile de fond de ces questions politiques, se profile le débat concernant l'incertitude sur le bien-fondé des mesures d'action affirmative ou préférentielles, ou encore de discrimination positive, adoptées dans le passé pour effacer ou réduire les inégalités dont sont victimes nombre de minorités. C'est sur ce débat et ses implications que nous porterons particulièrement notre attention. La question de l'opportunité de maintenir ou non dans sa forme actuelle la politique chinoise de discrimination positive, sur critères ethniques étant posée, cette interrogation suscite une discussion sur la légitimité épistémologique de l'usage même de la notion de Minzu. Quels sont les protagonistes de cette discussion? Le pouvoir politique incarné par le parti et les chercheurs en sciences sociales. Quant au peuple, principalement intéressé par une forme de résistance sociale pour le respect de la justice et du droit, comme l'ont montré les travaux de sociologues chinois et français, ils ne se sentent guère concernés par des débats abstraits considérés comme stériles s'ils n'apportent pas de réponse concrète à leur exigence de respect de leurs droits. Pourtant, en y regardant de plus près, le débat sur la question des minorités en Chine est loin d'être aussi théorique et inutile qu'il y paraît. Institutionnaliser des groupes ethniques contribue à introduire ou à accentuer des principes de différenciation qui portent un risque de fragmentation de la société par la constitution de groupes s'organisant davantage selon un paradigme communautaire que sociétaire. Tel est le risque auquel s'exposent toutes les sociétés multiculturelles, dans lesquelles les différents groupes ethniques ou les minorités occupent des positions sociales hiérarchisées mettant en présence dominants et dominés. Entre risque de fragmentation et nécessité d'assurer la cohésion sociale en veillant au respect de la justice, les responsables politiques sont confrontés à un dilemme qui fait débat dans la communauté scientifique internationale, bien au-delà de la Chine. Entre avantages escomptés et inconvénients redoutés, le choix effectué ne peut éviter le danger des effets pervers consistant à faire de la catégorisation ethnique non pas seulement un outil de connaissance de la réalité, mais un instrument d'essentialisation, de réification d'objets de pensée et de représentation au service de la lutte contre des inégalités. Essentialiser une identité présente l'inconvénient majeur d'ignorer la fluidité et la pluralité des identifications effectuées par un individu, en fonction des situations auxquelles il est amené à participer. Au lieu du concept d'identité qui contribue à entretenir la représentation d'une fixité d'une appartenance unique et intemporelle, le concept d'identification plurielle rend compte de manière plus fidèle de la réalité des choix pluriels non contradictoires susceptibles d'être faits par un individu simultanément ou successivement. Comme le souligne Deschnapper 2008, en ce qui concerne la situation française, les données élaborées par les statisticiens, comme toute politique et comme toute connaissance, deviennent une part de la réalité elle-même. La politique et la recherche, en prenant en compte les catégories ethniques, ne peuvent manquer de concourir à ce que la conscience ethnique se renforce. Il faut en effet qualifier, en les catégorisant, les victimes de discrimination pour pouvoir les compenser. Mise en œuvre au nom de la cause de la lutte contre les inégalités et les discriminations, peut-on imaginer que, une fois cette mission accomplie et à supposer que cela réussisse, on puisse reconduire ces catégories dans leur boîte de Pandore?
Nous partageons à cet égard l'embarras de cette sociologue pour qui la question que nous aurons rapidement à traiter n'est plus de savoir s'il faut introduire des catégories ethniques directes, mais comment limiter les effets pervers de l'établissement de ces statistiques, sachant que les chercheurs sont unanimes à vouloir en faire un instrument de la politique d'égalité de tous. Quoi qu'en disent ceux qui soutiennent le caractère absolument spécifique et irréductible de la pensée et de la politique chinoise aux modèles occidentaux, nous avons la conviction que cette question est au cœur du débat sur la politique des minorités en Chine. Il s'agit dans ce livre de tester l'hypothèse selon laquelle l'action affirmative ou discrimination positive contribue à lutter contre les inégalités et à les réduire sans mettre en péril le projet de réaliser le rêve chinois, de l'unité dans la diversité, de développer l'intégration sociale par davantage de justice et la cohésion sociale par le partage de valeurs qui peuvent être communes ou diversifiées et plurielles sans cependant s'exclure. Intégration sociale et cohésion sociale apparaissent comme les deux concepts centraux de la sociologie fonctionnaliste d'inspiration durkheimienne, comme le rappellent François Dubay, Marie Durubella et Antoine Verretou, alors que l'intégration fait que les sociétés tiennent par le système et par le jeu des positions sociales. La cohésion suppose qu'elles tiennent par un ensemble de valeurs, de représentations et de croyances développant le civisme, la solidarité, la confiance en soi, dans les autres et dans les institutions. La question de la construction socio-historique des identités ethniques en Chine nécessite que l'on se penche d'abord sur l'impact de la rupture provoquée par le passage de ce pays d'une organisation politique impériale à la perspective d'un État-nation suite à la Révolution de 1911, puis à l'accès au pouvoir du Parti communiste en 1949, jusqu'à nos jours, lorsque la classe politique et les intellectuels sont conduits par le cours des choses à repenser le bien-fondé des mesures d'action affirmative adoptées il y a plusieurs décennies, pour réduire les inégalités entre les pièces de l'Ancien Empire et pour assurer les fondements d'une nouvelle cohésion sociale. Ce livre tentera, à partir d'une investigation empirique effectuée dans la préfecture d'Eyi de Liangshan sur le fonctionnement de l'école, de soumettre à l'examen les postures théoriques des partisans et adversaires de la politique d'action affirmative menée depuis plusieurs décennies en Chine. Faisant suite à la présentation de cette problématique, les deuxième et troisième parties se pencheront respectivement, comme il vient d'être proposé, sur la réduction des inégalités à l'école et sur la cohésion sociale telle qu'elle est assurée par cette institution dans un contexte où la reconnaissance de la diversité est inscrite dans la loi organique de la société chinoise. Intitulée « L'action affirmative au service de l'égalité », la deuxième partie procédera à l'examen de l'évolution de la situation scolaire dans l'enseignement primaire, les collèges et les lycées en matière d'accès à ces différents niveaux d'enseignement, démocratisation de la fréquentation, et en matière de réussite, démocratisation de la réussite, entre 2007 et 2015. Cette distinction s'appuie sur le constat selon lequel la fréquentation de l'école n'est pas une condition suffisante pour que les élèves y réussissent. La dernière partie, reconnaître et maîtriser la boîte de Pandore de la diversité, examinera non plus la question de la réduction des inégalités scolaires du point de vue de l'intégration, mais celle de la cohésion sociale à propos de laquelle les manuels scolaires d'histoire déploient une importante énergie argumentaire pour mettre en évidence l'unité dans la diversité de la nation chinoise. L'exercice ne va pas sans poser quelques interrogations sur la manière d'articuler les petites patries, minorités, dans un ensemble plus large de la nation chinoise. En d'autres termes, comment, après avoir reconnu et valorisé des identités réifiées dans leur spécificité, les dissuader de prendre leur envol pour réintégrer sagement la boîte dont la curiosité de Pandore les avait fait sortir. À cet égard, la place à accorder aux langues minoritaires dans l'enseignement et à leurs modalités concrètes d'application constitue un défi particulièrement malicieux lancé aux adeptes de la politique menée depuis plusieurs décennies et mise en doute par les tenants de la politique dite de seconde génération. Sur le plan épistémologique, la conduite de notre recherche doit prendre au sérieux un obstacle de taille, celui de sa portée scientifique. Les analyses réalisées sur la population de la préfecture de Liangshan peuvent-elles être extrapolées aux autres minorités, ou sont-elles condamnées au statut d'une monographie singulière ? Cette question nécessite de réfléchir à l'articulation de l'universel et du singulier, dans la mesure où la centralisation d'une politique ne peut faire l'économie des réalités locales.
La question des Minzu en Chine ne peut se réduire à celle d'un idéal type qui vaudrait partout en toutes circonstances. Chacun d'entre eux est singulier en tant que porteur d'une histoire propre qui ne se confond pas avec celle d'un autre. Sommes-nous donc condamnés au relativisme et aux approches monographiques, dont la portée n'est pas généralisable car se réduisant à sa singularité ? Nous ne le pensons pas car le local n'est ni une simple application ou illustration du général, ni une singularité échappant à toute approche scientifique parce que monographique et par là dépourvue d'intérêt. Nous pensons échapper à une alternative stérile qui nous contraindrait de faire le choix entre une approche de portée si générale qu'elle ne concernerait aucun Minzu en particulier, et une approche purement monographique qui ne soulèverait aucune question de portée plus générale. C'est en nous appuyant sur cette posture épistémologique, caractérisée par le dépassement dialectique de l'alternative aristotélicienne opposant science du général et existence du particulier, que nous nous proposons de porter notre regard sur la minorité Yi de la préfecture de Liangshan au Sichuan à la fois pour des raisons d'accessibilité personnelle de l'auteur et plus fondamentalement par le fait que cette population occupe une position ordinaire, assez éloignée de celle des Tibétains et des Ouïghours des régions autonomes du Tibet et du Xinjiang sur lesquelles portent la plupart des recherches conduites aujourd'hui en Chine pour des raisons politiques évidentes. Loin des projecteurs de l'actualité, nous avons choisi de porter notre attention sur une population Yi vivant à l'écart des importantes turbulences politiques auxquelles participent ces autres Shaoshu Minzu. La discrétion dont fait l'objet la minorité Yi sur la scène politique n'est cependant pas à nos yeux une indication pour négliger ou minimiser sa place dans la Chine contemporaine. Première partie, la politique chinoise des minorités en question, la construction socio-historique des identités ethniques. Chapitre 1 de l'État-empire à l'État-nation. Stratégie politique autour du concept de Minzu en Chine de la fin de l'Empire en 1911 à 1949. Selon Eric Hobsbawm, la nation au sens moderne du terme n'apparaît jusqu'au XVIIIe siècle qu'avec le développement de l'industrialisation. Par là, il s'accorde avec Ernest Gellner pour dire que l'unité politique, État, et l'unité nationale, nation, doivent être congruentes. De nos jours, on admet généralement que nation et nationalisme ont été inventés ou imaginés en Europe à partir du XVIIIe siècle sous la forme un État, une nation. En Chine, l'apparition du terme Minzu au sens de nation selon le modèle européen depuis le XVIIIe siècle est encore plus récente mais nécessite cependant une adaptation à la réalité chinoise qui ne peut se réduire à une simple copie mécanique du modèle européen, un État, une nation. Le passage de l'État-empire à l'État-nation en Chine au début du XXe siècle représente un changement de paradigme politique fort bien mis en évidence par F. Cooper et J. Burbank dans leur ouvrage Empire de la Chine ancienne à nos jours. Qu'est-ce alors qu'un empire ? Et comment le distinguer des autres entités politiques ? Les empires sont de vastes unités politiques, expansionnistes ou conservant le souvenir d'un pouvoir étendu dans l'espace, qui maintiennent la distinction et la hiérarchie à mesure qu'elles incorporent de nouvelles populations. L'État-nation, en revanche, repose sur l'idée qu'un même peuple vivant sur un même territoire constitue une même communauté politique. L'État-nation proclame la communalité de son peuple, même si la réalité est plus complexe, tandis que l'État-empire affirme la non-équivalence de ces multiples populations. Ces deux sortes d'États sont intégratifs. Ils exigent que le peuple soit gouverné par leurs institutions, mais l'État-nation tente à homogénéiser les populations situées à l'intérieur de ses frontières et à exclure celles qui semblent inassimilables, tandis que l'Empire déborde de ses frontières pour incorporer habituellement de force des populations dont la différence se voit explicitée sous sa domination. Le concept d'empire postule que les différentes populations de la société doivent être gouvernées différemment - 8. Tel est le défi rencontré par la Chine depuis un siècle. 1. La gestion de la diversité dans la Chine impériale. Depuis 5000 ans, différents peuples vivent sur le territoire chinois actuel. Wolfram Eberhard a évalué à plus de 8000 le nombre de groupes différents, sur une période d'environ 3000 ans. Parallèlement, l'organisation étatique est apparue très tôt en Chine. Selon June Teufel-Dreyer, dès la formation de l'État chinois prémoderne, le principe de l'unification l'emporte sur l'appartenance ethnique de ceux qui sont au pouvoir.
Cette thèse éclaire la relation entre l'État pré-moderne et les divers groupes sur le plan du pouvoir politique. La distinction État chinois Han et État non Han, utilisée par cet auteur, ne doit pas conduire à une interprétation raciale des relations entre Han et non Han, mais évoquer plutôt une interprétation civilisationnelle, comme le propose l'historien Xu Jilin. L'absence de lien de sang et de race entre les Yi, barbares, et les Xia, civilisés, ne doit pas faire oublier que la différence la plus importante est le critère d'appartenance ou non à la civilisation chinoise et l'apostrophe. Obédience au rituel de la plaine centrale, Zhongyuan. Page 2. Cette idée est généralement partagée par les sinologues. Les travaux du sociologue Pang Guangdan et Wang Tongling ont étudié la terminologie des œuvres classiques datées de la période antérieure à la fondation de la dynastie Qin, 221 à 206 AV. J.C. Selon ces études, la distinction entre Hua civilisé et Yi barbare, Huayi Jibian prend forme à l'époque du printemps et de l'automne, Chunshu Shide 770 à 476 AV. J.C. Les pays Xia, Juxia, de la région de la plaine centrale sont plus proches sur le plan des liens de sang mais avant et pendant la dynastie Zhou, 770 à 256 AV. J.C. Le mariage mixte et la migration entre les pays Xia, Juxia et les groupes ethniques Zhuqin voisins ont estompé en quelque sorte cette distance du lien du sang. Page 51. Par conséquent, quand on aborde la différence entre les pays Xia, Juxia et les Man Yi Rongdi voisins, la distinction entre Yi barbare et Xia civilisé, Yi Xiajibian dans la culture traditionnelle confucéenne ne met pas en relief de différences physiologiques ou linguistiques, etc. entre eux, mais plutôt des distinctions culturelles et rituelles concernant les valeurs et les manières de se comporter. Ibidem, page 51. Avec pour objectif de montrer les contacts, voire l'assimilation Tonghua, entre les divers groupes ethniques au cours de l'histoire de la Chine, Wang Tongling récapitule les situations d'interculturation et d'acculturation réciproque telles que les mariages mixtes, l'adoption, l'emprunt de noms en usage chez les autres, leur mode vestimentaire, en distinguant les périodes où les Han sont au pouvoir de celles où ce sont les non-Han qui sont au pouvoir. En d'autres termes, sous l'Empire, le pouvoir d'État a principalement recours à une approche culturaliste dans la gestion de la diversité des groupes ethniques, sauf lors des changements de dynastie lorsque les Han doivent abandonner le pouvoir aux Mongols ou aux Mandchous qu'ils considèrent comme des étrangers et des barbares. Selon Prasenrit Dwara, l'évolution historique de la Chine est une bifurcating linear history, caractérisée par une alternance entre posture culturaliste Wonuajuyi, ouverte aux interactions et à l'acculturation asymétrique cependant favorable aux Han, et posture nationaliste Minzujuyi, de caractère très nettement ethnocentriste selon les circonstances dans la manière de raconter l'histoire chinoise lors des alternances dynastiques, page 156. Dans ces occasions, le nationalisme, Minzujuyi, terme utilisé par Prasenrit Dwara, l'emporte toujours sur le culturalisme, Wonuajuyi. Ainsi, lorsque le premier empereur de la dynastie Ming, 1368 à 1644, Zhu Yuanzhang, arrache le pouvoir aux Mongols, il déclare « Il y a longtemps que nous sommes soumis à des coutumes vulgaires et on s'y est habitué. Je l'ai supporté depuis longtemps. Je donne l'ordre dès maintenant de reprendre les coutumes instituées à la dynastie Tang, contrôlée par les Han, et d'abandonner les coiffures, les costumes, la langue et les noms des barbares, les Mongols ici en question. J'ai réfléchi depuis longtemps, et pris la décision de revenir à la tradition chinoise et d'abandonner les coutumes des barbares régnant en Chine depuis plus d'un siècle. » À l'inverse, le fondateur de la dynastie Manchu Qing, 1644 à 1911, Nueachi, 1559 à 1626, après avoir occupé Fushun, a donné l'ordre à tous les Han soumis d'adopter les coiffures et les costumes des Mandchous. Selon Nueachi,
si les coutumes sont identiques, alors l'État sera un. Évidemment, de telles mesures ne pouvaient que susciter la résistance et la colère des Han attachés à leur culture, page 73. De même, les Mandchous pratiquaient le favoritisme à leur profit dans l'attribution des postes de fonctionnaires ou autorisaient le mariage des filles Han avec des Mandchous, mais interdisaient le contraire. Ces comportements nationalistes caractérisaient principalement les périodes de tension et d'instabilité dynastique comportant des enjeux identitaires opposant nous à eux. Au contraire, dans les périodes où l'Empire est unifié et apaisé, le culturalisme prévalait. Comme l'avait fait l'Empire romain avec les populations barbares, l'intégration des chefs non-Han dans l'administration impériale chinoise était pratiquée sous certaines dynasties comme celle des Ming, notamment en ce qui concerne les populations du sud-ouest. Dans ce processus, l'éducation jouait un rôle intégrateur important selon la doctrine confucéenne. La diversité ethnique a donc bien constitué le socle sur lequel a reposé l'Empire chinois pendant des siècles. Cette diversité, structurée autour de rapports de domination plus ou moins pacifiques, a connu des développements tantôt et le plus souvent, animés par une acculturation réciproque toutefois souvent à l'avantage du groupe au pouvoir, tantôt par un conflit ouvert marqué au contraire par une logique de discrimination impulsée par ce groupe. 2. Le débat sur les MINZU à la fin du XX siècle et au début du XX siècle. Comme nous l'avons précisé plus haut, le terme Minzu n'est introduit en Chine qu'à la fin du XIXe siècle. Comment rendre compte de l'introduction tardive de ce concept, alors que l'existence de l'Empire pendant des siècles reposait précisément sur une mosaïque ethnique aux éléments disparates mais hiérarchisés? Le paradoxe se dissipe si l'on prend en considération que la mosaïque impériale n'implique pas de véritable rassemblement unitaire autour d'objectifs et de valeurs communes, dans la mesure où l'acculturation s'apparente plutôt à une relation asymétrique de domination absente dans l'idée de nation. Il nous faut donc approfondir la réflexion amorcée ci-dessus sur le sens à donner au concept de Minzu et de son corollaire, Shaoshuo Minzu, ainsi que son lien avec celui de nation dans le contexte historique de la chute de l'Empire. Selon le dictionnaire en sciences sociales Jianming Shehuik Exue Sidian, publié à Shanghai en 1982, la première apparition du mot Minzu se trouve dans l'article Dongdi Yuedan de Liang Qichao en 1899. L'introduction de cette expression entretient un fort lien avec le contexte historique de la Chine dans la deuxième moitié du XIXe siècle. À partir de la guerre de l'opium, l'Empire Qing ne cesse de s'incliner devant les puissances étrangères. En 1895, la guerre menée contre le Japon a conduit à la signature d'un traité inégal se traduisant par la perte de la souveraineté sur l'État vassal, la Corée, à la cession de l'île de Taïwan, de l'archipel Pingü ainsi qu'au paiement d'une indemnité de guerre considérable. La défaite a bouleversé la Chine qui n'avait pas imaginé qu'elle pourrait être humiliée par le Japon, son État vassal beaucoup plus petit qu'elle et longtemps considéré par elle comme inférieur. Le souhait de renforcer et de développer le pays s'est alors approfondi. Les réformistes représentés par le lettré Kang Youwei ont alors mené la réforme Wushu auprès de l'empereur Guangxu, mais malheureusement, elle n'a duré qu'une centaine de jours avant d'être réprimée par l'impératrice Cixi. La haine contre l'Empire Qing et les colons étrangers s'est ensuite traduite par la révolte en 1900 des Boxers, un groupe menant une guerre contre les 8 nations étrangères, Bago Liandyun, mais là encore, c'est l'échec provoqué par l'impératrice Cixi. Cette défaite a conduit une fois de plus à la signature du traité inégal Shinchu en 1901. Dépassant largement la solvabilité budgétaire de l'Empire, le montant exubérant de l'indemnité de guerre a aggravé en fin de compte la misère du peuple chinois, alors que parallèlement s'instaurait un contrôle militaire sur la souveraineté du pays en interdisant toute opposition aux activités des colons. Devant une telle humiliation, des intellectuels comme Shen Tianhua, Zhang Taiyan, Liang Qichao, Sun Zhongshan, Sun Yat-sen, etc., ayant séjourné et étudié à l'étranger ont tiré les enseignements des révolutions nationalistes en Occident conduites par la bourgeoisie, se sont inspirés de cet exemple pour la création d'un État-nation. Cette voie, adoptée par le Japon, lui a permis de se développer alors que la Chine s'était jusqu'alors résignée au déclin. C'est dans ce contexte que le terme Minzu est introduit en Chine.
Les intellectuels chinois ont puisé au XIXe siècle en Occident les ingrédients susceptibles de nourrir un projet politique, s'inspirant du mouvement du printemps des peuples. L'éveil des nationalités qui fonde ce mouvement comporte deux composantes opposées. La première est celle de l'émancipation de la tutelle extérieure, de l'indépendance d'une nation. La seconde repose non plus sur la séparation et l'émancipation, mais sur l'unification de ce qui se ressemble, unification des États allemands et unification des États italiens. Ces deux mouvements contraires sont cependant articulés. Dans la situation chinoise de la fin du XIXe siècle, c'est le premier mouvement qui prévaut, en réaction à la domination étrangère. Une question fondamentale se pose alors, celle de savoir sur quoi faire reposer la notion de nation. La race, associée à des caractéristiques biologiques? L'ethnie, plutôt associée à des caractéristiques culturelles? Ou encore un projet politique à la manière de Renan, qui écarte dans qu'est-ce qu'une nation? Des critères comme la race, la langue, la religion, la communauté des intérêts, la géographie? Selon Renan, l'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et ainsi que tous aient oublié bien des choses, ou encore une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui à vrai dire n'en font qu'une constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Dans le contexte de l'histoire propre de la Chine et du débat d'idées auquel prennent part les intellectuels chinois de la fin du XIXe siècle, examinons la version chinoise de ce débat concernant la définition à donner au terme Minzu. En Chine, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, un seul et même terme, celui du Minzu, est vaguement utilisé pour exprimer différentes facettes du concept. Selon Frank Dikötter, si on prend un exemple connu, Minzu est souvent traduit tout simplement par nationalité, mais il signifie des choses différentes pour de nombreux auteurs tout au long du XXe siècle. Entre 1902 et 1911, le terme Minzu a été utilisé pour promouvoir l'idée de la frontière symbolisée par le lien du sang et de l'ascendance. Les nationalités en tant qu'unité politique sont équivalentes de celles de race au sens biologique de ce terme. Pour les théories nationalistes des années 1900, Minzu est considéré comme le fond d'un peuple dénombrable dénommé chinois. Un groupe ayant des frontières bien tracées structurées par le lien du sang, la filiation et l'ascendance. Le père fondateur Sun Yat-sen, dans sa proposition de définition du Minzu, a essayé de faire la distinction entre Minzu et État. Selon lui, on n'a jamais fondé un État sans avoir eu recours à la violence. Quant à la création du Minzu, c'est dû plutôt à la force de la nature, Ziranle. En conséquence, la formation d'un groupe par la force de la nature, Ziranle, s'appelle Minzu, alors que celui formé par la violence est nommé État. Que signifie la force de la nature? Sun Yat-sen a développé davantage cette notion en considérant que la plus puissante force doit être le lien du sang, la deuxième est la vie, manière de vivre, la troisième est la langue, la quatrième est la religion, et la cinquième sont les coutumes. En 1903, Liang Qichao a présenté la définition du juriste suisse-allemand J.K. Bluntschli qui traduit le mieux, de son point de vue, la notion de Minzu. Le Minzu est l'aboutissement de l'évolution culturelle. Les caractéristiques les plus importantes du Minzu peuvent être déclinées en 8 aspects. Premièrement, un Minzu pourrait avoir à l'origine une implantation géographique unique sans laquelle on croyait impossible de pouvoir former un Minzu, mais avec le temps, un Minzu pourrait se disperser en des lieux différents ou différents Minzu pourraient cohabiter dans un même lieu. Deuxièmement, on est issu originairement d'un même ancêtre avec le même lien de sang, mais on pourrait intégrer les autres Minzu ou s'assimiler réciproquement. Ainsi, il est probable qu'un Minzu est constitué de ceux ayant des liens de sang variés. Troisièmement, la même constitution physique. Quatrièmement, la même langue. Cinquièmement, la même écriture. Sixièmement, la même religion. Septièmement, les mêmes coutumes. Et enfin, les mêmes intérêts. Si les membres d'un Minzu sont dotés de ces 8 caractéristiques, même s'ils ne se connaissent pas physiquement, ils peuvent former une unité pour se différencier des autres Minzu. Et ils transmettront leurs caractéristiques aux descendants afin de faire perpétuer leur Minzu. Les définitions données par Sun Yat-sen et Liang Qichao
nous laisse percevoir des points de vue différents sur le terme Minzu. Le lien du sang, considéré par Sun Yat-sen comme primordial dans la définition du Minzu, lui donne une caractéristique exclusive. Autrement dit, on ne peut faire partie d'un groupe Minzu si le sang coulant dans les veines n'est pas le même. Les autres caractéristiques, comme la manière de vivre, la langue, la religion et les coutumes ne sont valables qu'à la condition de partager le même sang. En revanche, aux yeux de Liang Qichao, c'est l'implantation géographique qui est décisive pour la formation d'un Minzu. Mais cela ne remet pas non plus en question les situations comme la cohabitation de différents Minzu ou la dispersion d'un Minzu. La plus grande différence entre Liang Qichao et Sun Yat-sen sur la définition du Minzu consiste donc plutôt dans l'importance à accorder au lien du sang. À la différence du point de vue de Sun Yat-sen, Liang Qichao considère qu'un Minzu pourrait rassembler des gens ayant des liens de sang différents. Les variables sens donnés au terme Minzu suscitent une grande complexité dans la construction d'une nation chinoise après la chute de l'Empire Qing en 1911. Puisque sur le territoire de l'Empire chinois vivaient différents peuples, juxtaposition d'éléments plus ou moins disparates illustrant la définition qu'en propose Frederick Cooper. Dans sa publication des doctrines de la science politique de J.K. Bluntschli, Liang Qichao a donné une définition du concept de nation chinoise proposant les notions de grande nation et de petite nation, à la manière de Durkheim ou J.F. Chanay en France. En Chine, quand on parle de la nation, il faut parler du petit nationalisme, Xiao Minzu Zhuyi, s'ajoutant au grand nationalisme, Da Minzu Zhuyi. Qu'est-ce que le petit nationalisme ? Ce sont les autres groupes ethniques en Chine face aux Han. Qu'est-ce que le grand nationalisme ? Ce sont les Han ajoutés à tous les autres groupes ethniques de la Chine face aux nations étrangères. En intégrant les Han, les Mandchous, les Mongols, les Hui, les Miao et les Tibétains, la nation chinoise, Zhonghua Minzu, prend sa forme. Liang Qichao hiérarchise bien la petite nation et la grande nation. Dans la construction du nationalisme chinois, les autres aucun groupes ethniques, ainsi que les Han, sont tous des parties intégrantes de la nation chinoise. Cette dernière n'est donc pas constituée uniquement par les Han. De son côté, Sun Yat-sen écrit dans son Sanmin Juyi, « Si on veut sauver la Chine, il faut perpétuer le Minzu de la Chine, il faudrait mettre en valeur le nationalisme. Si nous ne le faisons pas pour former un Minzu soudé, nous risquons d'être exterminés. Le Minzu de la Chine compte au total une population de 400 millions dont quelques millions de Mongols, plus d'1 million de Mandchous, quelques millions de Tibétains et environ 1 million de Hui turcophones. Mais leur total ne dépasse pas 10 millions. Si on applique la loi de la majorité, les 400 millions de Chinois dont il faut retrancher ces petits groupes sont des Han qui partagent le même lien de sang, la même langue, la même religion, les mêmes coutumes, et pour ainsi dire ils forment totalement un Minzu. 24. Dans le nationalisme vu par Sun Yat-sen, c'est toujours le lien du sang qui prime sur tout autre registre. Par ailleurs, l'ethnocentrisme des Han est si flagrant que même s'il mentionne les autres groupes ethniques comme les Mongols, les Mandchous, les Tibétains et les Hui, ce n'est qu'à titre secondaire. Ils sont négligeables en raison de leur petit nombre face aux Han. Difficile dans ces conditions de penser l'unité de la diversité et de fonder un État-nation qui ne soit pas l'incarnation d'un groupe racial dominant en nombre, défini par la communauté de sang et exerçant sa domination sur les autres. Le nationalisme ethno-racial de Sun Yat-sen, consistant à chasser les Dalus et à restaurer la Chine lorsqu'éclate la révolution de 1911, a pour conséquence d'amener l'intelligentsia des ethnies minoritaires à interpréter celle-ci comme un mouvement séparatiste mené par les Han pour se séparer de l'Empire Qing. Ainsi, le 8 novembre 1911, le leader de Mongolie extérieure Javzandamba Khutegut réclame l'indépendance de la Mongolie extérieure comme le font d'ailleurs d'autres provinces. La Mongolie est devenue une partie de la Chine à partir de l'empereur Kangxi, ce qui nous a permis de bénéficier de la protection et de la bienveillance de l'Empire. Cependant, depuis ces dernières années, et cela est douloureux à évoquer, les mandarins commencent à nous opprimer et à nous maltraiter. Mais puisque des provinces à l'intérieur de l'Empire ont pris leur indépendance les unes après les autres, il est temps pour nous de les imiter pour mieux protéger notre territoire et notre croyance religieuse. Ainsi, nous n'avons plus besoin de la présence des mandarins de la Chine à Kulin, et nous allons les chasser tous pour éviter tout éventuel problème.
Face à cette situation créée par sa propre position affichée en 1905, Sun Yat-sen, président du gouvernement provisoire de Nankin, fait volte-face en 1912. L'essentiel d'un pays réside dans le peuple. Unifier les territoires des Han, des Mandchous, des Mongols, des Hui et des Tibétains pour former un pays signifie également unifier les Han, les Mandchous, les Mongols, les Hui et les Tibétains en une seule personne. Cela s'appelle l'unification du Minzhou. Depuis l'éclatement de la révolution à Wuhan, une dizaine de provinces ont pris leur indépendance les unes après les autres. Ce que nous attendons de l'indépendance, c'est la chute de l'Empire Qing, mais c'est en même temps l'union des provinces. Cette union vaut de même pour la Mongolie et le Tibet. Nous devons aller dans la même direction et nous réunifier sous le même gouvernement. Cela s'appelle l'unification du territoire. Malgré cet appel à l'unification de Sun Yat-sen, la même situation que celle de la Mongolie extérieure se reproduit au Tibet. En 14 février 1912, le gouvernement Kashag du Dalai Lama publie en son nom une communication intitulée Shuikunyan Wengao, selon laquelle les peuples de différentes provinces à l'intérieur de l'Empire ont renversé son gouvernement et construit un nouveau régime. Dès maintenant, tout document officiel adressé au Tibet est nul et non avenu. Tous ceux qui sont en uniforme bleu sont des officiers du nouveau régime, vous ne devez pas les recevoir. La chose la plus importante que nous attendons est la disparition des Han du territoire du Tibet. Devant une telle situation, Sun Yat-sen se rend le 25 février 1912 avec son cabinet sur la tombe de l'empereur Zhu Yuanzhang de la dynastie des Ming, 1368 à 1644 DC, dirigé par les Han. Il déclare : depuis l'histoire lointaine, nous n'avons jamais connu autant d'agressions venues de l'extérieur. À la fin de la dynastie Song, 972-79, gouvernée par la famille Zhao, notre pays est tombé dans les mains des Mongols et leur a été soumis pendant une centaine d'années. Notre empereur Zhu Yuanzhang s'est soulevé contre les Mongols et les a balayés de la terre de Chine. Le soleil et la lune ont ainsi retrouvé leur éclat. Le territoire de la Chine a été reconstruit. Dorénavant, la raison rayonne à nouveau. Malheureusement, l'Empire a décliné à son tour à la fin de son règne. Les Mandchous se sont emparés de la terre de la plaine centrale à cette occasion. Nos compatriotes sont devenus de nouveau des esclaves depuis 268 ans, ce que notre empereur Zhu Yuanzhang a déploré et qui a duré encore 268 ans. Au mois d'août 1911, les révolutionnaires de Wuhan se sont révoltés contre les Mandchous et ont fondé la République de Chine. Avec nos compatriotes, nous n'osons qu'aujourd'hui vous rendre notre hommage sans nous sentir coupables. Dans cet hommage rendu à l'empereur Zhu Yuanzhang, nous constatons que Sun Yat-sen considère que les périodes sous le contrôle des Mongols et des Mandchous ne sont que des ruptures dans l'histoire de la Chine en traçant clairement un clivage entre nous, les Han et les autres. Cette posture raciale a évidemment aggravé la tendance à l'éclatement du territoire créé sous l'Empire Qing. Devant les conséquences désastreuses de ses propres propos, Sun Yat-sen modifie sa position en décidant de maintenir le territoire élargi par l'Empire Qing au lieu de le réduire à celui de l'Empire Ming qui ne comptait en réalité que 18 provinces. Ce qui le conduit à déclarer le 1er septembre 1912 devant l'Association pour la réforme et l'unification politique des Mongols et des Tibétains. La République de Chine est désormais fondée. Nos compatriotes de Mongolie, du Tibet, du Qinghai et du Xinjiang, Huijiang, opprimés jusqu'à maintenant, peuvent devenir des entités souveraines de notre pays et partie prenante majeure de notre République. Ce qui signifie que vous avez également le droit de participer à la vie politique. 2 jours plus tard, lors d'une réunion organisée par les associations du Wuzhou Gonghui et du Xibei Shejinhui, le même Sun Yat-sen prononce ces paroles. La révolution de l'année dernière est une révolution raciale, mais aussi politique. Pourquoi ? Parmi les 5 grands groupes ethniques, Zhou, les Mandchous monopolisaient à leur avantage le pouvoir suprême pour opprimer les 4 autres groupes ethniques. Ils étaient les maîtres alors que nous, les 4 autres, étions les esclaves. Cette inégalité raciale était arrivée à son apogée, car elle s'accompagnait naturellement d'une inégalité politique. Voilà pourquoi la révolution a eu lieu. Notre révolution a un large impact, elle s'est accomplie victorieusement en seulement quelques mois. Maintenant, nous, les 5 groupes ethniques, constituons une famille,
et nous sommes sur un pied d'égalité, réglant ainsi les problèmes tels que les inégalités raciales et politiques et supprimant les conflits. Après la révolution de 1911, la Chine connaît une période de trouble avec la dictature de Yuan Shikai et les divisions territoriales anarchiques des chefs de guerre, warlords, qui ont plongé le peuple dans la misère avant que le parti nationaliste réussisse à reprendre réellement le pouvoir en 1927 sous le nom du gouvernement de Nankin, conduit par Jiang Jiechi, Chiang Kai-shek. Cependant, la vie n'en est pas devenue plus facile pour autant, surtout pour les paysans. Selon Jacques Gernet, Chiang Kai-shek est une émanation de la bourgeoisie occidentalisée des ports ouverts et cela même explique qu'en dépit de ses intentions affichées de promotion agricole, il se désintéressera pratiquement du sort tragique de la paysannerie. Quant aux Minzu des régions reculées de la Chine, ils connaissent naturellement la même misère que les pauvres paysans. De plus, selon la constitution de la Chine républicaine Zhonghua Mingo, publiée en 1947, tous les Minzu ne bénéficiaient pas des mêmes droits. En effet, selon l'article 26, l'Assemblée nationale est composée comme suit. Chaque district et ville ou équivalent, stipulé par la loi, élit un député. Si le nombre d'habitants dépasse 50 000, il peut rajouter un député par unité de 50 000. La Mongolie élit 4 députés par Meng, unité administrative en Mongolie, un député par Tebiki, unité administrative en Mongolie. Le quota des députés au Tibet est stipulé par la loi. Le quota de tous les autres Minzu concentrés dans des régions frontalières est stipulé par la loi. Dans cet article, seuls la Mongolie et le Tibet sont mentionnés en tant qu'entité à part entière, tous les autres sont classés comme Minzu des régions frontalières, Bianmin. Cette catégorisation des Minzu autres que tibétains et mongols selon leur répartition géographique apparaît également dans les articles 91, 119 et 120. Nous percevons ainsi l'esprit de la thèse des 5 peuples Wuzhu, énoncée par Sun Yat-sen qui tout en reconnaissant l'existence des Tibétains, des Mongols, des Mandchous et des Hui turcophones comme membres du Minzu chinois, mais statistiquement minoritaires, fait des Han la clé de voûte de ce Minzu. Cette conception étudiée précédemment se trouve donc concrétisée dans cette constitution, mais seulement à titre partiel, car l'ensemble des 5 Minzu n'a pas été mentionné. Cette démarche est inégalitaire pour les Minzu qui ont été simplement catégorisés comme peuple des régions frontalières, Bianmin, ce qui a suscité des inquiétudes chez ces derniers. Ainsi en est-il pour les Yi, qui retiendront particulièrement l'attention ici. En 1934, Kumu Zangyao et Ling Guangdian se rendent à Nankin pour présenter leurs réclamations. Ce dernier déclare: bien que les Yi soient profondément superstitieux et mauvais dans la maîtrise des techniques quotidiennes, leurs compatriotes doivent les considérer comme partie intégrante de la nation et les aider à se moderniser à travers des réformes. En 1947, lors de sa pétition à Nankin, il met en avant 3 conditions. D'abord, dans le parlement de la province du Xikang-Khams ou dans des districts où sont concentrés les Yi, il faut qu'il y ait des députés Yi. Ensuite, il faut augmenter le nombre des députés, limité actuellement à un seul, et celui de leurs représentants à l'Assemblée nationale, limité à 4. Enfin, fixer des quotas pour le comité de supervision. Ibidem, page 412. Cette revendication de Ling Guangdian reçoit à la fois le soutien des intellectuels spécialisés dans l'étude des Yi comme Ma Chanshu, Maxwell Yang, etc., mais rencontre également l'opposition de certains autres qui, selon Li Li, spécialiste de la culture des Shaoshu Minzu du sud-ouest de la Chine, signale des exactions de Yi envers les Han. Un membre du comité du Xikang a diffusé à l'Assemblée législative un article de Liu Ziting, intitulé Anu ou Tianlu, décrivant la souffrance des Han réduits en esclavage par des Yi à Liangshan. Cette affaire a infléchi le sentiment des membres du comité, qui avaient éprouvé de la sympathie pour les Yi. Incité à approfondir les recherches sur ce point, Ling Guangdian a pu mettre au jour des faits prouvant la quantité toujours plus importante de Yi que de Han tués dans des opérations militaires à Liangshan. Ibidem, page 412. Selon Li Li, l'objectif des réclamations, ainsi que celui de la création de l'association et de la revue en vue de promouvoir la culture Yi, est de présenter et de faire connaître leur propre Minzu Yi, en espérant pouvoir obtenir une meilleure reconnaissance de la part de la société et de pouvoir bénéficier ainsi du même statut politique de Minzu que les Tibétains et les Mongols.
puisque les Yi Minzu mineurs ne font pas partie des 5 peuples Wuzhou, selon le discours dominant de l'époque. Ils sont alors considérés comme peuples des régions frontalières dont le quota dans les organismes politiques reste très limité, ce qui fait que tous les peuples de ces régions frontalières ne peuvent pas être représentés légalement. Ibidem, page 412. Cette réaction du peuple Yi illustre le mécontentement de certains Minzu, s'estimant victimes d'une injuste discrimination par le fait de ne pas avoir été considérés comme un Minzu à part entière comme les Han, les Mongols, les Hui, les Tibétains et les Mandchous. Par ailleurs, dans une toute autre situation, celle des Hui figurant parmi les 5 peuples reconnus officiellement et légalement, la thèse de la paix des 5 peuples comporte également une contradiction. En effet, selon une des recherches de l'historien Hua Tao, l'intelligentsia des Hui pendant la période de la fin de l'Empire Qing, et notamment après la Révolution de 1911, se montre réticente quant à la définition du concept de Hui. Leur débat se déploie autour de 3 thèmes. Premièrement, la relation entre les Hui ouïghours au Xinjiang et les Hui de l'intérieur de la Chine. Deuxièmement, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.